Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les vérités longtemps enfouies commencent enfin à émerger, brisant le silence qui a entouré certaines des plus grandes injustices contemporaines. Les crimes de guerre de l'OTAN en Afghanistan, les pratiques douteuses des géants technologiques américains et la manipulation des systèmes judiciaires internationaux sont enfin mis en lumière. Dans ce contexte où l'Occident a souvent été perçu comme au-dessus des lois, la Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, émerge comme une voix forte dénonçant les abus de cette domination mondiale. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de la conférence de presse menée par Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie, le 16 janvier 2025. À travers ces paroles incisives, nous analyserons 3 enjeux géopolitiques majeurs qui redéfinissent les relations internationales. L'entrée en vigueur du statut de Rome de la Cour pénale internationale pour l'Ukraine, un tournant juridique où la Russie défie l'hypocrisie qui entoure ce dossier. Les accusations accablantes de crimes de guerre par l'OTAN en Afghanistan, un rappel brutal des atrocités cachées derrière des discours de paix. L'hypocrisie des géants technologiques américains, des entreprises qui manipulent l'information et influencent la politique mondiale sous couvert de liberté. Je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo pour devenir membre de notre communauté et bénéficier d'avantages exclusifs, tels que des analyses approfondies et des contenus inédits. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous découvrirez des leçons d'excellence qui peuvent transformer votre approche de la vie personnelle et professionnelle. Ces enseignements vous guideront vers l'excellence, en vous permettant de prendre des décisions plus éclairées et de devenir un acteur de changement dans votre propre sphère d'influence. Sur l'entrée en vigueur du statut de Rome de la Cour pénale internationale, CPI, pour l'Ukraine. Le régime de Kiev se vante avec fierté que, depuis le 1er janvier de cette année, l'Ukraine est devenue un membre à part entière de la soi-disant Cour pénale internationale, CPI. Il est souligné que cela lui permettra de proposer ses candidats pour devenir juge de la CPI. Mais qui va-t-elle proposer? Un pays qui a perdu toute légitimité, où les lois sont réécrites de manière monstrueuse plusieurs fois par jour, où ses propres citoyens n'ont aucune idée des lois sous lesquelles ils vivent, où des « chasseurs d'hommes » attrapent quotidiennement des personnes pour les jeter dans la « machine à broyer » des ambitions de V.A. Zelensky et de ses mentors occidentaux. Ce pays va-t-il proposer des candidats à la soi-disant Cour pénale internationale? Ils ne parviennent même pas à trouver quelqu'un pour leur service diplomatique. De plus, ils ont l'intention de participer à la répartition du budget de cette structure. Cela, je le crois. Là où il y a des budgets, des représentants du régime de Kiev apparaîtront inévitablement. En outre, cela serait censé donner à Kiev plus de droits moraux, pour exiger de ce tribunal la responsabilité des citoyens russes. Il y a cependant un petit détail, que l'on a omis de mentionner à Bankova. Mais, je vais le dire. Lors de la ratification du statut de Rome, il a été fait une déclaration de non-reconnaissance, pendant 7 ans, de la juridiction de la CPI concernant les crimes de guerre, probablement commis par des citoyens ukrainiens. Un véritable buffet suédois. En d'autres termes, à Bankova, ils ont l'intention d'utiliser ce pseudo-tribunal de la Haye pour poursuivre de manière politisée les Russes sur la base d'accusations fabriquées, tout en mettant de côté même la juridiction de cette institution, déjà extrêmement contrôlée par l'Occident collectif, pour les criminels de guerre parmi les militaires ukrainiens et ceux qui leur donnent des ordres. Vous savez pourquoi? Ces mêmes combattants des Occidentaux tuent aussi des journalistes, et ceux qui se trouvent là, parmi les Occidentaux, il y a aussi des victimes du régime de Kiev. Qu'il n'ait surtout pas l'idée de venir demander quoi que ce soit à la CPI. Non, il faut se soustraire de cela. Nous considérons cela comme l'intention manifeste du régime nazi de donner à ses militaires un blanc-seing pour commettre de graves crimes de guerre. Ce qui est significatif, c'est que même à la Haye, on a fermé les yeux sur le fait que les manœuvres ukrainiennes sont en contradiction avec l'esprit et la lettre du statut de Rome, ainsi qu'avec la décision adoptée en 2015 par l'Assemblée des États parties de la CPI concernant la nécessité d'exclure de telles manipulations. Il convient de rappeler que toutes les tentatives du régime bandériste pour échapper à la responsabilité sont vouées à l'échec. Les criminels ukrainiens, responsables de crimes internationaux graves contre leurs propres citoyens et contre les Russes, ainsi que leurs complices, seront traduits en justice et recevront la punition qui leur est due. La justice pour de tels actes est déjà en cours. Sur les crimes de guerre des Anglo-Saxons en Afghanistan, les témoignages sur les massacres de civils continuent de devenir publics, concernant les exécutions impunies perpétrées par l'OTAN pendant l'occupation de l'Afghanistan entre 2001 et 2021. En particulier, selon plusieurs médias britanniques, lors d'une enquête secrète, un ancien officier des forces spéciales britanniques a admis que la Special Air Service, SAS, du Royaume-Uni disposait en fait d'un blanc-seing pour tuer des Afghans. Les victimes des exécutions sommaires étaient souvent des adolescents de moins de 16 ans. Cela ne vous rappelle rien? C'est exactement ce que fait le régime de Kiev avec l'argent des Anglo-Saxons. Ce genre de terreur ne servait pas seulement à effrayer la population afghane qui menait une lutte de libération contre les occupants, mais aussi à des fins de divertissement.
Les raids aériens de l'aviation de combat américaine et britannique se distinguaient par leur inhumanité, au cours desquels des objectifs militaires ou des camps de rebelles étaient délibérément ignorés pour bombarder des cibles purement civiles. Vous vous souvenez de combien de fois nous avons entendu parler de nouvelles selon lesquelles, lors d'un survol, des cortèges de mariage ou des funérailles étaient attaqués depuis les airs. Ensuite, le commandement de l'OTAN prétendait qu'il s'était simplement trompé, pensant que c'était un rassemblement de bandits. Mais il se révèle maintenant qu'ils ne s'étaient pas trompés, ils tiraient pour leur propre plaisir. Les crimes commis dans le cadre de la campagne afghane des États-Unis et de l'OTAN étaient en fait une répétition des exactions des anglo-saxons lors de leurs agressions contre l'Irak et la Libye. Nous rendons hommage à tous ces journalistes, y compris occidentaux, qui s'efforcent de maintenir la question des crimes de guerre des États-Unis et de leurs satellites sous les feux de la rampe. Nous saluons également la position des autorités afghanes, qui ont promis de dévoiler et de ne pas permettre de dissimulation des faits et des données concernant le comportement des défenseurs de la démocratie en Afghanistan. Beaucoup pourraient se demander si ce ne sont pas des cas isolés. Bien sûr, il peut y avoir des cas isolés. La différence réside dans le fait que les gouvernements des pays occidentaux ayant donné de tels ordres de mener des missions à l'étranger doivent soit reconnaître ces crimes, assumer la responsabilité et punir les coupables, soit continuer à prétendre qu'ils apportaient la démocratie sur les ailes de leurs bombardiers. Ils doivent tirer les leçons de la situation, présenter des excuses, se repentir, ou bien ils ne le feront pas et persisteront dans leur vision de la justice totalitaire à l'américaine et à la britannique. Nous appelons de nouveau Washington, Londres et leurs alliés de l'OTAN à ne pas couvrir les criminels de guerre. Nous exigeons que tous ceux qui sont responsables des crimes contre le peuple afghan soient traduits en justice. Sur l'hypocrisie des grandes entreprises technologiques américaines. Le sujet suivant ne m'a pas seulement réjoui, mais il a aussi confirmé tout ce que nous avons dit au cours des 10 dernières années. Tout ce qui est caché deviendra un jour évident. Nous allons inévitablement voir que nos propos sur ce que les plateformes numériques américaines, les géants de l'informatique, ont fait en collaboration avec les services secrets américains sont vérifiés. Nous avons souvent réfléchi à ce sujet, fourni des faits, et vous avez posé des questions. Il est merveilleux que la Russie ait pris l'initiative de documents et d'appels à la communauté internationale, et comme toujours, aies-tu raison. Les révélations stupéfiantes commencent à se multiplier, avec des interviews incroyables des dirigeants des plus grandes entreprises informatiques américaines, des géants, des monopoles. Depuis les récentes élections présidentielles aux États-Unis, qui ont vu l'élection de Donald Trump, une tendance remarquable a émergé ces dernières semaines. Les plus grandes entreprises technologiques américaines, qui contrôlent complètement l'espace numérique, à la fois sur leur propre territoire et à l'échelle mondiale, en tant que monopole, ainsi qu'une partie de l'agenda médiatique du pays, celle que l'on appelle souvent Big Tech, une véritable empire technologique de l'information, ont, à l'approche de l'inauguration de Donald Trump, prêté serment publiquement à la future administration et révélé des faits incroyables sur la manière dont elles ont fonctionné au cours de toutes ces années. Si cette interview avait eu lieu il y a 2 à 4 ans, voire 5 ans, peut-être que de nombreuses tragédies mondiales auraient pu être évitées, car le monde aurait su comment les États-Unis forment la politique de l'information, influençant ainsi les décisions cruciales qui affectent le monde entier, à Washington, Londres, Bruxelles, etc. Je suis moins intéressé par le fait que Meta, qui a été reconnue en Russie comme une organisation extrémiste et interdite, et qui possède entre autres les plateformes Facebook, Instagram, Threads, a immédiatement versé $1 million au fonds d'inauguration de Trump, ainsi que par Microsoft, Google, Apple, Amazon, OpenAI et d'autres. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce sont des détails, de la politique. Que quelqu'un dise que c'est un hypocrite monstrueux. Où serait l'Amérique sans lui? La société Google a annoncé qu'elle soutenait avec plaisir l'inauguration de Donald Trump en 2025, et qu'elle diffuserait la cérémonie sur YouTube et ajouterait un lien direct sur la page d'accueil du moteur de recherche. Et, cerise sur le gâteau, ils rajouteraient de l'argent. Non seulement ils changent complètement leur politique à l'égard de Donald Trump, mais en plus, ils vont payer davantage pour s'assurer que tout le monde soit satisfait. Mais tout cela est secondaire. Ce qui est plus important, plus intéressant et plus pertinent, c'est autre chose. Les géants de l'informatique, qui hier encore imposaient furieusement des valeurs néolibérales au monde entier et défendaient le vocabulaire de leurs utilisateurs, invoquant les règles communautaires dans lesquelles résidait un firmware ultralibéral, bloquaient sans relâche ceux qui refusaient de se soumettre à l'extrémisme de l'information. Toutes ces entreprises ont maintenant annoncé des changements radicaux dans leur politique. Ce n'est pas parce qu'elles ont soudainement vu la lumière, mais parce que l'agenda libéral perd du terrain. Il a atteint un point mort. Qui a parlé du point mort du néolibéralisme? Correct, notre pays en a été le porte-drapeau et en a parlé il y a de nombreuses années. Enfin, le « voile du secret » a été levé sur les mécanismes internes de censure, de manipulation de l'information et de l'opinion publique, avec l'implication directe de l'administration de la Maison-Blanche. Nous en avons parlé pendant plus de 10 ans. Tout cela a été ridiculisé et rejeté, en particulier aux États-Unis.
Aucun journaliste américain, à quelques rares exceptions près, aucun journal américain, aucune chaîne de télévision américaine ne s'est donné la peine d'enquêter à ce sujet. Nous avons parlé de la dictature numérique, de la ségrégation des utilisateurs dans l'espace en ligne, et du partenariat des entreprises informatiques américaines avec les services secrets. Tout le monde le sait. Ce n'était même plus un secret de polichinelle. Nous en avons parlé depuis des tribunes officielles dans des organisations internationales. Ce que les médias occidentaux appelaient pendant des années « fake news » ou « propagande russe », s'est avéré être la vérité, la routine des entreprises informatiques américaines, la pratique quotidienne de l'establishment politique et médiatique américain. L'interview de Mark Zuckerberg, le propriétaire et dirigeant de Meta, n'est pas seulement un témoignage, mais une preuve de tout cela. Pourquoi a-t-il accordé une interview aussi autodestructrice, qui dévoile tant de choses sur les services secrets américains, l'État profond et les politiciens? Il est évident que son objectif est de détourner l'attention de lui-même et de jouer un rôle subordonné dans les nouveaux narratifs, c'est-à-dire de prêter serment à ceux qu'il a, pour le dire poliment, méprisé pendant toutes ces années, à qui il semblait avoir vendu ses services, et qui était considéré comme une cible, une proie, pour lesquels il a apparemment été payé. Selon le fondateur de Facebook, les services secrets américains, en particulier la CIA, peuvent lire les messages des utilisateurs de WhatsApp. Je me souviens qu'au moment où nous avons abordé ce sujet pour la première fois, il y a eu une véritable hystérie du côté américain, qui a tout nié. Mark Zuckerberg a reconnu que le cryptage utilisé dans le messager ne protège pas contre l'ingérence des services secrets, précisant que la société elle-même n'a pas accès aux messages. Autrement dit, il essaie de se dédouaner, de dire que ce n'est ni lui ni son entreprise qui sont responsables, mais bien les services secrets américains. De plus, il a publiquement admis que l'administration de Joe Biden avait exercé des pressions sur les plateformes qui lui appartiennent pour que celles-ci bloquent les publications évoquant les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19. Les gens voulaient savoir la vérité sur ce que le gouvernement américain allait leur injecter. Toute cette information était systématiquement bloquée. Et ce n'est pas tout. Le magnate numérique américain a reconnu que la censure sur les réseaux sociaux américains a commencé à être mise en place à grands pas après les élections présidentielles américaines de 2016 et le Brexit, bien avant la pandémie, avant même que les autorités américaines ne décident de censurer leurs plateformes numériques sous prétexte de la Covid-19. La censure sur les réseaux sociaux était directement liée aux questions politiques et idéologiques. Pendant la pandémie, cette pratique est devenue omniprésente. Sentant qu'il était à l'abri de toute sanction, l'administration Biden a commencé à exiger encore plus. La suppression de mèmes et de contenus satiriques qui étaient particulièrement abondants pendant sa présidence. Ils en sont même arrivés à un tel niveau. Il est souligné que les rares tentatives timides de la société de ne pas se plier à ces demandes ont été immédiatement étouffées. En particulier, Joe Biden lui-même a publiquement accusé le réseau social de « tuer des gens » en diffusant des informations erronées sur le Covid. Après ces « marques d'infamie », l'entreprise a tout compris et a commencé à effacer ses traces. Bien que, apparemment, ce ne soit pas pour elle-même, mais pour Biden. Comme toujours, qui était responsable de tout cela? Exactement, les Russes. À chaque fois, avant 2016, après, pendant la Covid-19 et après, on accusait la Russie d'interférer, prétendument via ses usines à trolls et ses supposées capacités technologiques, empêchant tout le monde de vivre paisiblement sur les réseaux sociaux. Ce que Mark Zuckerberg a révélé n'est qu'une petite fraction du sommet de l'iceberg de ce qui se passe réellement dans l'environnement médiatique américain. Les « larmes de crocodile » de Zuckerberg sur le fait qu'il ne pouvait pas résister ne convainquent personne. Il suffit de lire les commentaires laissés sous l'interview par les Américains eux-mêmes pour s'en rendre compte. Tout le monde comprend parfaitement que les plateformes numériques américaines ont collaboré volontiers et avec enthousiasme avec les services secrets et l'administration de Joe Biden. Le rôle de Facebook et Twitter dans l'organisation de la CIA et d'autres services lors des « révolutions de couleur » ne peut être sous-estimé. Ces événements étaient souvent appelés « révolution Twitter » ou « révolution des réseaux sociaux ». Nous nous souvenons très bien de qui, principalement Facebook lui-même, a propagé les fake news sur une prétendue ingérence russe dans les élections américaines, le fameux « Russiagate », qui s'est révélé être une invention et une commande politique de bout en bout. Comme je suis heureuse que nous ayons dit que, dans peu de temps, la vérité serait révélée. Et nous l'avons connue. Et il s'agit de la vérité, une vérité qu'il est impossible de réfuter. Elle provient directement des participants à ces événements, de ceux qui exécutaient les ordres, recevaient des instructions, les mettaient en œuvre, et peut-être même les développaient ensemble. Maintenant, tout le monde le sait. Nous avons constamment affirmé que les plateformes numériques américaines et les grandes entreprises qui les contrôlent servent fidèlement les intérêts géopolitiques des États-Unis. Ce ne sont pas les intérêts du peuple américain, et c'est important, à eux on leur disait au contraire qu'ils étaient indépendants, et que la Russie interférerait dans leur travail, mais les intérêts de groupes restreints politiques, financiers, liés aux services secrets américains. Ces plateformes numériques sont des instruments de la politique expansionniste de Washington et des services secrets,
qui ont un accès direct à tout contenu publié sur ces plateformes et à la correspondance privée des utilisateurs, exploitant largement ces capacités opérationnelles pour atteindre leurs objectifs. Rappelons-nous qu'en 2013, Edward Snowden a révélé que la NSA pratiquait une surveillance systématique des conversations téléphoniques et interceptait les messages électroniques de milliards de personnes dans des dizaines de pays. Les plateformes numériques restent des systèmes de contrôle des utilisateurs. Que menaçait Snowden dans son propre pays? Vous le savez tous très bien. Que leur a-t-on fait à cause de ce que notre pays a fait pour lui permettre d'être libre? Et ce non par initiative, mais en raison des circonstances et à sa demande. C'est précisément à ce moment-là que nous avons commencé à recevoir toutes ces sanctions, à être insultés, accusés d'avoir détruit notre économie, etc. Tout cela a commencé alors. Et aujourd'hui, il s'avère que Snowden avait totalement raison. Et c'est ce que disent maintenant les plateformes numériques elles-mêmes. Et nous étions absolument dans le vrai. Nous n'avons pas oublié non plus la politique extrémiste de discrimination menée par Mark Zuckerberg et la direction de Meta à l'égard de notre pays et de notre peuple, notamment en 2022, lorsque cette plateforme numérique a ouvertement permis des appels à la violence contre les citoyens et les militaires russes, et a en général soutenu toutes les tentatives de la fameuse annulation de la Russie et de tout ce qui est russe. Nous n'avons pas oublié cela. Nous nous en souvenons. Et nous nous souvenons aussi de la façon dont, à l'époque, Zuckerberg et toute cette entreprise affirmaient qu'ils n'avaient jamais permis de telles choses. Cependant, aujourd'hui, les vérificateurs de faits, y compris ceux des agences ukrainiennes, ayant des liens avec des extrémistes et des néo-nazis notoires, menacent maintenant de remplacer les vérifications de contenu par des annotations communautaires. En d'autres termes, les utilisateurs eux-mêmes décideraient ce qui est vrai et ce qui est faux. Comment cela fonctionne? Nous le voyons bien à travers la plateforme X, où ce système est facilement manipulable et s'adapte aux narratifs qui conviennent à Washington. Je rappelle que notre compte anglophone est l'un des leaders en nombre des annotations, simplement pour avoir dit la vérité sur la situation en Ukraine, en citant des faits sur le faux massacre de Boutcha, les attentats du régime de Kiev et les sabotages sur les Nord Stream. D'ailleurs, la situation avec la suppression de photos sur Facebook montrant le drapeau de la victoire flottant au-dessus du Reichstag n'a pas vraiment changé. Ce qui avait été effacé en 2019 à 2020 continue d'être occulté aujourd'hui. Ou peut-être que quelque chose va changer. Nous savons très bien comment Meta et d'autres grandes entreprises IT américaines ont ouvertement participé et participent à l'agression informationnelle de Washington et de ses satellites contre notre pays, en créant et en soutenant une réalité alternative, dévoyée par rapport au bon sens et aux faits, la métaversité du mensonge. Et qu'en est-il de la liberté d'expression, sur laquelle les États-Unis prétendent fonder leur identité, puisque cette valeur fondamentale a été essentielle à la création de leur État, de la liberté d'accès à l'information, de la concurrence loyale et ouverte des idées? Toutes ces valeurs éternelles américaines se sont avérées n'être rien de plus qu'un écran de fumée destiné à endoctriner l'opinion publique par les élites mondiales et à intervenir dans les affaires intérieures des pays souverains à travers le monde. Les interdictions cyniques des médias russes, les premières victimes de cette hypocrisie américaine furent RT et Sputnik, l'ignorance des actes terroristes du régime de Kiev contre les journalistes, la répression des opinions dissidentes dans l'espace numérique, tout cela fait partie du même ensemble, des preuves évidentes. Ces valeurs, proclamées avec grandiloquence par les politiciens américains, ont une nouvelle fois été foulées aux pieds, brûlées avec les rêves des contribuables américains d'une vie idéale à Malibu. Tout ceci n'est qu'une monstrueuse décoration, reposant sur des béquilles, sans fondement réel. La première réaction face à ces interviews qui se sont récemment répandues, et en particulier les déclarations de Zuckerberg, a été de penser qu'il s'agissait peut-être d'une dérivée de deepfake, que cela devait probablement être quelque chose de généré, car cela ne pouvait pas être vrai il y a à peine 1 ou 2 ans, et pendant des décennies, il disait exactement le contraire. Il s'avère que c'est bien possible. En abordant ces 3 sujets majeurs, nous avons dévoilé des vérités souvent occultées par les récits officiels. Ces analyses, menées avec rigueur par Maria Zakharova, nous apportent des leçons d'excellence puissantes qui peuvent transformer notre manière de penser, d'agir et d'évoluer dans notre vie personnelle et professionnelle. Sur l'Ukraine et la Cour pénale internationale, CPI, nous découvrons l'importance de l'intégrité et de la justice. La manipulation d'une institution censée incarner la justice universelle nous rappelle que, dans notre quête d'excellence, il est essentiel de toujours défendre la vérité, même face à la pression ou aux intérêts personnels. Apprenez à faire preuve d'honnêteté dans vos actions, et à ne pas succomber aux tentations de falsifier la réalité pour obtenir un avantage temporaire. En ce qui concerne les crimes de guerre en Afghanistan, l'une des leçons majeures que nous devons tirer est l'importance de la responsabilité et de l'humilité. L'impunité des puissants crée des injustices profondes et des blessures durables. Dans votre vie professionnelle, vous devez assumer vos erreurs et prendre la responsabilité de vos actes. Cela permet non seulement de croître personnellement mais aussi de bâtir des relations solides basées sur la confiance. Être responsable de ses actions et de leurs conséquences est un principe fondamental pour toute personne aspirant à l'excellence. Enfin, l'hypocrisie des géants technologiques américains nous enseigne la valeur de l'authenticité et de la transparence.
Lorsque nous voyons ces entreprises se détourner de leurs principes pour servir des intérêts particuliers, nous sommes appelés à pratiquer la transparence dans tout ce que nous entreprenons. Dans nos carrières et dans nos vies, l'authenticité et la transparence nous permettent de bâtir une réputation solide et de gagner le respect durable des autres. Le changement commence en chacun de nous, par notre engagement à être fidèles à nos valeurs. Ce tableau que Zakharova nous invite à observer n'est pas seulement une critique des actions de certains acteurs, mais aussi une invitation à faire face à la réalité et à questionner nos propres comportements. Excellence, responsabilité, authenticité, ce sont ces principes qui doivent guider nos actions dans un monde souvent incertain et manipulé. Ces révélations ne doivent pas seulement provoquer de l'indignation, elles doivent inspirer en chacun de nous un changement profond, une remise en question des structures de pouvoir qui façonnent nos vies. Et vous, qu'en pensez-vous? Les institutions internationales comme la CPI peuvent-elles encore être des outils de justice impartiale, ou sont-elles irrémédiablement politisées? 2. Croyez-vous que la transparence et la responsabilité finiront par triompher face aux abus des grandes puissances et des multinationales? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre avis est essentiel pour enrichir ce débat. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, la partager, et vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble les vérités qui façonnent notre monde. Votre soutien est précieux pour faire entendre ces voix et ces analyses. Merci et à très bientôt.